cette première table ronde de la journée intitulée Jeux pédagogiques sur la ville, intérêt et panorama. Donc, je suis Aurore Lecomte, de la directrice de la Compagnie des Rêves Urbains. Et je vais intervenir et co-animer cette table ronde avec Nathalie Moline, ici présente, et Karine Henriot, qui sont tous les deux maîtres de conférence à l'université technologique de Compiègne. Et je vous laisserai bien sûr vous présenter plus longuement tout à l'heure. La table ronde dure 1h30. On va avoir plusieurs temps. Je vous propose que dans un premier temps, on vous fasse des présentations et qu'on vous partage des informations qu'on souhaitait sur ce thème. Et ensuite, nous aurons le temps d'échange, de questions-réponses. Vous pouvez, si vous voulez, allumer vos caméras. Par contre, dans un premier temps, merci d'éteindre vos micros. Enfin, je pense que c'est ce que vous avez tous fait, donc il n'y a aucun problème. Donc, je laisse du coup Karine et Nathalie admettre les personnes qui arriveraient en salle d'attente. Je reprendrai la main tout à l'heure. Alors, concernant cette thématique, donc, comme je vous le disais, je suis la directrice de la Compagnie des Rêves Urbains, et c'est la Compagnie des Rêves Urbains qui a été à l'initiative de ce qu'on appelle aujourd'hui la ville en jeu. C'est pour présenter quand même rapidement qui on est. La Compagnie des Rêves Urbains, c'est une association qui a maintenant 20 ans d'existence et dont l'objet est de faire de la médiation, de l'architecture et de l'aménagement urbain. Donc, dans l'association, on est 5-6 personnes, ça dépend des fois. Tous sont soit architectes, soit urbanistes spécialisés en médiation. Et quand on dit médiation, en fait, on a deux grandes missions. La première, historiquement, qui est toujours très présente, c'est la partie pédagogie. Donc, comment on explique, comment on fait comprendre, que ce soit des enfants, à des adultes, on s'adresse à tout public, ce qu'est la ville, ce qu'est l'architecture, pourquoi il y a des transformations, quels sont les acteurs qui sont impliqués dans ces processus-là. Donc ça, on fait beaucoup d'ateliers pédagogiques, que ce soit en temps scolaire, mais pas que. On fait aussi un deuxième volet qui est la concertation. Donc généralement, à la demande d'aménageurs, de maîtres d'ouvrage, on va solliciter, on va mobiliser déjà des habitants, qui soient riverains, qui soient usagers, pour voir comment on peut enrichir le futur programme, le futur projet de leurs demandes, de leurs pratiques, de leurs usages. Et dans le cadre de nos actions, on a petit à petit utilisé des outils comme les jeux pédagogiques. C'est-à-dire qu'on utilise plein d'outils pour travailler, pour avoir des interactions avec nos participants. Mais petit à petit, on s'est mis à créer des jeux pour susciter la curiosité, l'envie, mais aussi parce qu'on s'est rendu compte que ça avait un vrai intérêt pédagogique de pouvoir, notamment quand on parle d'urbanisme, d'aménagement, qui sont des notions souvent complexes, où il y a beaucoup de paramètres. On s'est rendu compte que finalement, un jeu pouvait remplacer un long diaporama qui était souvent un peu fastidieux, avec beaucoup d'informations. Et donc voilà, on est arrivé petit à petit, comme ça, dans notre pratique, à développer des jeux. Et en discutant avec d'autres professionnels, on s'est rendu compte que finalement, on n'était pas du tout les seuls à avoir développé des jeux. Et puis petit à petit, ça nous a un peu titillé en se disant, mais tiens, c'est intéressant, mais on découvre ça en fait lors de discussions, mais on n'a aucune visibilité sur ces jeux. Quels sont-ils? Est-ce qu'on fait les mêmes choses? Est-ce que parfois on n'aurait pas intérêt un peu à mutualiser plutôt que de faire chacun dans son coin ses propres jeux? Donc c'est comme ça qu'est née cette action de la ville en jeu. C'est une envie initialement d'avoir une visibilité. Donc on a senti qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Puis c'est vrai que c'était un moment, en fait, il y a 3-4 ans, où on parlait de plus en plus de jeux dans les pratiques professionnelles. Et on a eu envie d'en savoir plus et d'investiguer cette question-là. On a eu la chance d'avoir le soutien d'abord de la DRAC-PACA, puis du ministère de la Culture et aussi de la Caisse des dépôts, pour finalement, très vite, on s'est dit, il faut qu'on puisse recenser quels sont ces jeux qui ont été développés en France par différents professionnels. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure de la ville en jeu. Donc avec un recensement, et c'était évident que, vous avez bien compris que l'objet, c'était de le partager, c'était pas de l'avoir que pour nous, et que tout professionnel puisse découvrir toutes ces ressources.
Donc, on a créé ce catalogue. Je vais vous présenter juste après. Je vais détailler aujourd'hui quels jeux font partie des catalogues, quelles sont les grandes catégories, comment tout ça fonctionne, enfin, quel est son contenu. Donc, vous l'aurez compris, notre premier public pour le site La Ville en Jeu, puisque c'est avant tout un site, mais c'est pas que un site internet, c'est de pouvoir donner accès à des professionnels à ces ressources-là, pour d'une part prendre connaissance, parce qu'il y en a certains qui peuvent utiliser les jeux existants dans leur pratique à eux, mais ça peut être aussi on a envie de développer un jeu, mais on n'a pas envie de partir de zéro. On peut s'inspirer d'un jeu existant et l'adapter, et ça te fait gagner un temps fou, parce qu'en fait, créer un jeu pour qu'il fonctionne bien, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'était vraiment dans une première visée pour les professionnels. Mais le fondement de notre travail, et je pense que de nous tous aujourd'hui, c'est de se dire comment on peut aider les citoyens, les Français, à développer une culture de la ville. Donc, comme je le disais en introduction, comprendre comment une ville fonctionne, de quoi elle est composée, qui fait la ville. On le sent bien aujourd'hui dans les discussions avec les habitants que la ville, c'est un environnement dans lequel on vit quasiment tous, à 90% en France. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Que quand il y a des projets qui ont lieu dans notre quartier, dans notre ville, souvent, il peut y avoir des résistances, il peut y avoir des incompréhensions, ou une envie en tout cas de prendre part à ces projets. Et ce n'est pas toujours évident, parce que comme il y a beaucoup d'acteurs, comme il y a beaucoup de contraintes, parfois on a l'impression qu'on ne peut pas donner son avis parce qu'on ne comprend pas. Donc en tout cas, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important, et on est persuadé que les jeux peuvent aider à justement développer une culture de la ville chez les citoyens. Donc c'est pour ça que ce site internet et La Ville en Jeu s'adresse aussi aux habitants qui voudraient se procurer eux-mêmes des jeux pour les utiliser en famille, parce qu'en ce moment, c'est des pratiques, l'utilisation des jeux dans les familles sont très importantes. C'est quelque chose qui marche énormément en ce moment. Donc autant se procurer des jeux aussi sur les thématiques urbaines, parce que si vous allez dans un magasin de jeux, il y a beaucoup de thématiques de jeux, mais finalement sur la ville, dans les magasins de jeux officiels, chez les éditeurs, pour le moment, pas tant que ça. Il y en a de plus en plus, mais pas tant que ça. Autant sur l'environnement, les questions écologiques, c'est quelque chose qui a été vite investi par les éditeurs. Enfin, en tout cas, ces dernières années, il y a eu beaucoup de jeux. La ville, pour l'instant, c'est encore frémissant, on va dire. Alors, je parle depuis tout à l'heure de jeux pédagogiques, et je pense que c'est important de préciser qu'est-ce que nous, on a entendu par jeu pédagogique, parce que je pense qu'on peut avoir des définitions très différentes. Le critère qu'on a eu pour recenser les jeux dans le catalogue La Ville en Jeu, ce sont alors je vais dire des jeux, oui, bien sûr, ce sont des jeux, mais qui ont, pour nous, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'ils ont été conçus dans une finalité pédagogique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un jeu où j'empile des caplas, et puis, tiens, éventuellement, je peux comprendre quelque chose sur comment le principe constructif, mais aussi je peux faire des choses qui n'ont absolument rien à voir. Non, on a essayé de prendre des jeux dont les concepteurs ont vraiment eu, dès le départ, le souhait d'avoir une visée pédagogique et qu'on puisse apprendre quelque chose. Donc ça, c'était un premier critère. Après, parfois, ce n'est pas si évident que ça de distinguer ce qui est un outil pédagogique d'un jeu pédagogique. Pour nous, le jeu, il a une finalité. On sait qu'on a gagné quand on a atteint l'objectif qui était donné dès le départ quand je découvre le jeu. Donc, c'est ce qui va souvent être la différence avec un outil pédagogique qui n'a pas vraiment de début et de fin. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des fois où encore nous, c'est pas toujours si évident que ça de savoir est-ce que ça c'est un outil pédagogique ou un jeu pédagogique. Parfois dans le catalogue, il y a des choses qui peuvent encore se discuter, et en tout cas, on a essayé d'avoir cette entrée-là. Et aussi, quand même, très concrètement, la compagnie Résurbain, on est 5-6 personnes, on est une petite équipe sur La Ville en Jeu. Si on commençait dans le catalogue à référencer tous les outils pédagogiques développés par des médiateurs de l'architecture, alors là, ce n'est pas 90, qu'aujourd'hui on a 90 références de jeux, on allait se retrouver avec 500 et on ne pouvait pas gérer ça. Ça serait très intéressant, et c'est ce que fait quand même plus ou moins
le site Archipédagogie, qui a cette vocation, qui est un outil des maisons de l'architecture, qui a quand même plus cette ouverture-là de référencer tout support qui peuvent venir en aide aux médiateurs de l'architecture. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, un site internet. Donc, sur les chiffres de connexion, vous pouvez le voir, c'est un site qui maintenant est bien référencé, qui a trouvé son public. On est à 18 700 connexions par an et ça ne fait que augmenter. Ça fait depuis bientôt 3 ans qu'il est en ligne. Donc, bien sûr, les chiffres augmentent d'année en année. Et la Ville en Jeu, c'est aussi une exposition. Enfin, on a maintenant, 2 expositions qui peuvent, en temps normal, hein, quand il n'y a pas de crise sanitaire, qui circulent dans les lieux d'exposition, que ce soit des maisons d'architecture, que ce soit des collectivités locales qui le prennent. Et c'est une exposition atelier, puisque dans l'exposition, il y a des jeux, il y a toute une série d'ateliers pédagogiques qui sont proposés pour pouvoir utiliser les jeux, que ce soit avec les enfants ou les adultes. Je vous invite, alors quand même, juste, je reviens tout petit peu en arrière. Je vous invite quand même, là, je ne vais pas faire l'exercice parce que ça prendrait un peu de temps, à aller quand même sur le site de la Ville en Jeu, puisque dans le site de la Ville en Jeu, ce n'est pas qu'un catalogue de jeux. On a une partie ressources où on va mettre très régulièrement, on met des nouveaux des fiches conseils, des fiches pour apprendre à développer un jeu, à améliorer un jeu, savoir comment on peut animer un jeu. Bon, ce qui est l'objet de la journée aujourd'hui, hein, des rencontres, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà en ligne et qui peuvent vous servir. Et on a un écosystème, c'est-à-dire qu'on a recensé sur une carte de France que ce soit des concepteurs de jeux, que ce soit des structures qui sont des éditeurs de jeux ou des fabricants de jeux. Donc on a quand même, vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur ce site en dehors du catalogue. J'en viens à la partie de l'analyse du catalogue. Donc aujourd'hui, quels sont ces jeux qui sont référencés? Et je tiens à préciser que ce catalogue est ouvert et donc on recense toujours en permanence des nouveaux jeux. N'hésitez pas à nous faire part si vous connaissez des jeux qu'on n'a pas référencés, de l'existence de ces jeux. Si vous-même vous développez des jeux qui ne sont pas dans le catalogue, il faut bien sûr nous les envoyer, on les référencera. C'est un catalogue qui reste ouvert. Donc aujourd'hui, on a 91 jeux dans le catalogue. Ça commence à en faire beaucoup, ce qui est très bien, c'est une richesse. Vous avez déjà pu peut-être naviguer dans le site internet. On a dès le départ fait le choix d'avoir, comme vous pouvez le voir à l'écran, des entrées possibles pour interroger la base de données. Donc vous pouvez très bien sélectionner des critères, que ce soit le thème, le public, la forme du jeu, est-ce que le jeu, la durée du jeu, etc., pour pouvoir faire une sélection très rapide et ne pas avoir à regarder directement les 91 jeux. Donc nous en venons à la question des thèmes. Alors aujourd'hui, dans le catalogue, on a 40 jeux qui sont consacrés à l'architecture, 49 sur le thème de l'urbanisme, et il y en a 2 que j'ai mis dans autres parce que je ne savais pas les classer. Ils ont un lien avec la ville. Je pense notamment à Unda, et je crois qu'aujourd'hui on a une des conceptrices du jeu qui est présente. Unda, c'est un jeu qui pose des questions sur la culture de la ville, les cultures urbaines. Donc on est sur quelque chose qui est transversal, donc j'ai préféré le mettre à part, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait la même analyse du catalogue il y a 2 ans, et on peut voir que du coup, il y a des choses qui évoluent. Il y a 2 ans, par exemple, on avait 60 jeux dans le catalogue, donc on est passé à 91, donc on a eu une progression de 50%. Et sur les questions des thèmes, il y a 2 ans, on avait 2 fois plus de jeux d'urbanisme que d'architecture. Donc entre-temps, l'architecture est nettement remontée. Et ce qui s'explique notamment par le fait que les villes et pays d'art et d'histoire ont référencé, parce qu'on n'arrivait pas à avoir les jeux de ce réseau-là. Donc on a réussi à rentrer dans le réseau des villes et pays d'art et d'histoire. Donc ils nous ont référencé beaucoup de jeux patrimoniaux, ce qui explique que l'architecture est nettement remontée. Si on regarde dans le détail, de quoi parlent ces jeux, s'ils ont des dominants, ces jeux, donc le thème principal, même si un jeu a un thème principal, il va avoir après à l'intérieur des dominantes. Donc pour l'analyser, on a regardé dans chaque jeu quelles étaient les 2 dominantes de chaque jeu.
il peut arriver qu'un jeu ait une dominante qui concerne l'architecture, l'autre l'urbanisme, etc. Donc, ce qui explique aussi que les résultats que je vous donne, quand vous avez le nombre de jeux, si on fait le total, on dépasse les 40 parce qu'on a 2 dominantes par jeu. Concernant les jeux d'architecture, on va avoir, comme je vous le disais justement précédemment, comme on a beaucoup de jeux de patrimoniaux qui ont été référencés dernièrement, finalement, ça a pris le dessus sur le reste des jeux d'architecture. Même si les jeux qui ont comme thème la construction et les métiers de la construction sont aussi bien représentés. La catégorie œuvres et architectes, on va le voir juste après, je vais donner quelques exemples, détaille plus soit des bâtiments en eux-mêmes qui sont remarquables, soit un travail d'un architecte qui est connu. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a, au niveau de l'architecture, ce qui sera différent au niveau de l'urbanisme, on n'a que 5 jeux qui ont un lien avec l'écologie. Donc, finalement, c'est peu représenté, alors que dans l'urbanisme, la question environnementale est beaucoup plus présente. Je détaille ici trois dominantes. Donc, sur la question œuvre et architecte, voilà 3 exemples de jeux. Donc là, on voit par exemple que le jeu Fabricado permet de faire, donc c'est un jeu développé par l'ARDEPA à Nantes, une maquette d'un bâtiment de Nantes, un bâtiment, je ne me rappelle plus le nom de ce bâtiment, mais en tout cas, le public, les enfants sont amenés à reconstituer ce bâtiment, cette architecture si particulière par le biais d'une maquette. Donc là, la question, c'est bien comment on met en avant un bâtiment, mais on peut avoir aussi des jeux de cartes qui mettent en avant le jeu d'essai de famille qui a été développé par la ville de Lille sur des bâtiments représentatifs de la ville, ou encore, pourquoi pas, des balades ludiques avec des carnets de balades qui vont amener les enfants, lors d'une visite, à découvrir des bâtiments représentatifs de leur ville. Sur les jeux de construction et les métiers, là, on a beaucoup de jeux de construction vraiment en tant que tel, comme ce qui est intéressant avec le jeu Abricaban du syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône. Donc là, on a un jeu construction grande échelle où les enfants vont pouvoir manipuler, et quand il est animé, il va y avoir des défis qui vont être donnés pour faire une ouverture, différentes façons de l'animer. Dans les exemples qui sont aussi donnés, on a un jeu tout simple, un jeu de cartes, le petit Marco, qui permet de découvrir les maisons du monde et comment les matériaux des maisons du monde, en fonction du pays, les maisons traditionnelles, en quels matériaux elles ont utilisé, et on peut voir l'environnement. Il y a des cartes environnement qui permettent de comprendre que dans un pays où il n'y a que la terre, les maisons sont forcément en terre. Dans un pays où il y a du bocage, où il y a des arbres, on va avoir des constructions en bois, etc., etc. Sur les jeux du patrimoine, ce qui est intéressant, c'est que, donc je vous le disais, beaucoup de jeux ces derniers temps qui ont été référencés, c'est qu'ils ont des formes très diverses. On va avoir et des jeux numériques comme Pépite, des jeux plus de plateau avec Archichronopolis, le CAE du Var, ou des jeux de cartes avec Chronie, Monument du Monde, qui est une série qui a fait... ce jeu Chronie est décliné sur plein de thématiques, et il y en a un qui est sur le Monument du Monde, où il y en a un autre aussi, Monument de France, me semble-t-il. Donc ça, c'est des jeux, on peut le voir, avec des formes très diverses. Souvent, les jeux patrimoniaux ont un lien directement avec le patrimoine local ou mondial, dans l'occurrence, Monument du Monde. Si nous passons au jeu d'urbanisme, je regarde en même temps mon timing pour être sûr que je ne dépasse pas. Non, je suis très bien dans mon timing. Donc sur les jeux d'urbanisme, donc comme je vous le disais depuis le début, c'était quand même le gros des jeux, enfin l'essentiel des jeux étaient des jeux d'urbanisme. Et ce qui n'est pas étonnant, puisque comme on peut le voir, comme je le disais en introduction, l'aménagement de la ville étant complexe, avec un jeu d'acteurs complexe, ça se prête très bien à déclinaison par des jeux où on va avoir, soit par des jeux de rôle, soit par des variantes, des contraintes, à avoir à ménager, à avoir des défis pour voir comment on peut trouver la meilleure solution possible. Donc sur les dominantes des jeux d'urbanisme, on va avoir plus de sous-dominantes, que ce soit donc la question de mobilité.
les questions des composantes de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on appelle composantes? Enfin, qu'est-ce qu'on a classé dans cette rubrique-là? C'est des jeux qui permettent de comprendre de quoi la ville est composée, dans le sens où on va avoir différentes fonctions de la ville, que ce soit de l'habitat, des infrastructures, des loisirs, des équipements culturels, etc. Donc ça, il y a quand même des jeux qui expliquent ça, et ce qui est aussi un élément important pour comprendre de quoi la ville est faite. Le jeu d'acteur, 12 jeux, donc là, qui sont clairement identifiés sur ces questions-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas étonnant, puisque dès qu'on rentre dans un projet d'aménagement, on se rend compte que c'est un paramètre qui est très important. La question de l'environnement et du développement durable, qui, donc, sur les questions d'urbanisme, a vraiment été prise en compte et qui est un paramètre, je vous montrerai des exemples de jeux juste après, donc 15 jeux. Alors ça aussi, le point suivant, la dominante suivante, qui est la concertation, la participation et les usages, ça c'est étonnant par rapport à il y a 2 ans. C'est quelque chose qui est monté en flèche. C'était beaucoup moins présent auparavant. C'est aussi les concepteurs qui le font avec cette intention, c'est-à-dire qu'ils développent le jeu et quand eux-mêmes le classent, vont dire, dans le catalogue, vont dire c'est un jeu qui a pour objectif de participer à des démarches de concertation ou de demander l'avis aux habitants, ou parfois aussi d'avoir un ressenti sensible de la perception de l'espace et de leur environnement. La dernière catégorie, aménagement de la ville, vous allez me dire, c'est un peu bateau, hein, quand on parle d'urbanisme, forcément on parle d'aménagement de la ville, mais en tout cas, effectivement, il y a quand même des jeux parfois qui sont sur le thème de l'urbain, mais qui ne sont pas directement rattachés à cette thématique, ce qui explique que les 49 jeux ne sont pas rattachés à l'aménagement de la ville, mais il y en a quand même beaucoup qui sont conçus avec vraiment cette problématique de voir comment on va faire comprendre aux joueurs l'exercice de l'aménagement et ses contraintes et ses fonctionnalités. Alors, quelques photos. Pour l'environnement durable. Non, pardon, l'environnement, le développement durable. Trois exemples, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup d'autres vu qu'il y a 15 jeux. J'ai sélectionné le jeu Inondation du CPIE des Pays de l'Aisne, qui est un jeu qui permet de comprendre comment comment on réagit au risque d'inondation. Vous savez que c'est aujourd'hui quand même quelque chose qui est beaucoup pris en compte dans les questions d'aménagement, avec des plans dédiés au risque d'inondation pour les habitants. Et au-delà des techniciens, il y a un vrai enjeu de sensibiliser les habitants qui habitent dans des territoires inondables à cette question d'inondation, de comment il faut réagir, comment on peut construire, comment on ne peut pas construire, puisque il y a des habitants qui ne comprennent pas le fait que des règlements d'urbanisme aient pu évoluer, que des terrains qui étaient constructibles ne le sont plus, et savoir quels sont les gestes les réflexes à avoir en cas d'inondation et comment on l'anticipe. Donc ça, c'est une thématique qui est développée dans ce jeu. Le jeu suivant, c'est un peu beaucoup passionnément développé par l'association Nord Nature Chico Mendes, qui a quelques années déjà, qui parle de la gestion différenciée des espaces plantés, qui est un jeu simple et qui fonctionne très bien, qui est de voir en fonction, c'est plutôt sur un petit village, il y a 9 cases, sur chaque case, il y a la possibilité de découvrir quelles sont les possibilités d'aménagement, que ce soit un rond-point, comment je vais végétaliser un rond-point, est-ce que je mets une sculpture, est-ce que je mets des plantes, quel est l'impact que ça va avoir, et les joueurs doivent à chaque fois débattre et décider en voyant quels sont l'impact économique, environnemental ou social. Voilà, donc ils ont fait 9 cas qui sont symptomatiques de questions d'aménagement d'espaces végétalisés. Et c'est un jeu qui fonctionne assez bien pour des publics ados ou même adultes. Enfin, le jeu Climato, qui est un jeu qui est édité par Subverti. Et là, je me rends compte qu'en fait, je ne vais pas pouvoir vous le détailler parce que je ne l'ai pas testé et en fait, je vais avoir du mal à vous le présenter. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est en vente et qui est aussi en téléchargement gratuit. Donc, je vous invite forcément à le tester. Je suis désolée parce que je me rends compte que j'ai peu d'éléments sur le jeu maintenant. Pour la rubrique concertation participation des usages,
Donc 18 jeux, on va avoir des choses très différentes. Le jeu Place aux femmes, qui a été développé par l'association ici de l'île Saint-Denis, c'est un jeu qui a été fait spécifiquement pour ce territoire de l'île Saint-Denis. Après, ça serait intéressant de voir comment on peut le transposer à d'autres territoires et qui pose la question de comment on peut redonner dans les espaces extérieurs une place aux femmes, puisqu'il y a beaucoup de lieux de ce quartier qui sont réservés plutôt aux hommes. Et donc, les joueurs sont invités à débattre et à voir quelles stratégies ils peuvent mettre en place pour rééquilibrer en fait la place des femmes dans les espaces extérieurs, dans les espaces publics. Voilà, donc c'est une thématique super intéressante. Le jeu Métropop de Métrodémo, lui, il a pour thématique de voir comment on peut animer un quartier et comment on peut développer des actions plutôt sociales et d'activation, on va dire, du territoire social, voir comment on peut s'impliquer dans son quartier pour développer la vie du quartier par différentes manières. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, que ce soit les questions de végétalisation, d'animation de l'espace extérieur, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec cette thématique. En tout cas, c'est intéressant de voir, c'est un jeu qu'on a référencé il y a moins d'un an, qui est un jeu qui invite les habitants et les participants à voir comment ils peuvent s'impliquer dans leur quartier. Le dernier jeu qui est le jeu Trivial Cité développé par donc, la compagnie des Rêves Urbains, qui est un jeu à la base, un jeu de plateau qui a été adapté en jeu de la roue pour s'installer dans les espaces extérieurs. Nous, on s'en sert quand on fait des concertations. Et pour faire un diagnostic du quartier, c'est un très bon outil pour demander aux enfants. Donc, quand ils voient le jeu, on n'a pas besoin de faire d'annonce publique. Généralement, ça se voit de loin. Et les enfants viennent très rapidement parce qu'ils ont envie de tourner la roue et de répondre aux questions. Donc, c'est des questions qui sont des questions de connaissances générales sur la ville ou du quartier, mais aussi c'est des questions qu'on va leur poser sur leur quartier, comme quels espaces vous fréquentez dans votre quartier, quand vous sortez de votre quartier, vous allez où, comment vous y rendez, est-ce que vous avez le droit de sortir le soir, dans ces cas-là, quels sont les endroits que vous fréquentez. Enfin, on va avoir plein de choses où il y a une colline à côté de chez vous, qu'est-ce que vous aimeriez y faire, etc. etc. Donc ça, c'est des jeux qui sont assez ouverts, on peut présenter pas mal de choses, ça fonctionne bien. Donc tout ça pour vous dire que sur la question de la concertation et de la participation des habitants, on a de plus en plus de jeux qui se développent là-dessus et c'est très intéressant. Sur la question de l'aménagement de la ville, donc comme on le disait tout à l'heure, énormément de jeux. Donc là, trois exemples pour vous montrer des formes variées. Donc on a l'agence d'urbanisme du Morbihan, je crois que c'est l'Eau-des-Lors, qui a par exemple fait un jeu de maquette sur Plus belle ma ville, qui est un jeu qui représente trois communes. Donc, on peut séparer ce plateau de jeu en fait en trois éléments qui sont distincts. Donc, je crois que dans un premier temps, les habitants sont invités à aménager leur commune. Et après, pour faire comprendre l'intérêt de l'intercommunalité, la difficulté d'aménager au niveau intercommunal, ils rassemblent les plateaux et ils voient si c'est cohérent ce qui a été fait par chaque commune, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être mutualisées, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui viennent en concurrence, etc. Donc ça, c'est un exemple. On a aussi le jeu Urbacite qui a été développé récemment par Logiville, qui permet de voir comment on aménage un territoire, les questions foncières et les questions aussi financières, comment on acquiert des terrains, comment on les lotit, quelles sont les logiques derrière tout ça. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais en tout cas, il y a cet élément financier qui n'est pas le cas dans tous les jeux qui a été pris en compte dans ce jeu-là. Et enfin, Urbact, donc développé par l'Université technologique de Compiègne, qui est un jeu qui a une particularité d'être sur numérique avec une table tactile. Qui est un jeu qui a été développé pour les étudiants. Donc, j'espère que Nathalie et Karine, tu ne dis pas de bêtises. Hein. N'hésitez pas à intervenir si je dis des bêtises. L'objectif, c'est d'aménager un quartier et on va avoir différents éléments pour le faire. On va devoir faire des choix, savoir si on fait du logement, si on fait un équipement, etc. Avec un budget, on a des objectifs à atteindre et en fonction de l'aménagement qu'on fait, on a des résultats qui vont s'afficher au fur et à mesure pour voir si on a atteint ces objectifs et on peut revoir la copie pour voir si les indicateurs sont bons ou pas bons, si on a atteint les objectifs. Est-ce que Nathalie, tu veux rajouter quelque chose ?
Non, non, tu as bien retranscrit les grandes lignes. De toute façon, on le présentera plus en détail cet après-midi pour les personnes intéressées. Mais voilà, les grandes lignes, c'est ça. Merci. D'autres exemples de jeux d'aménagement de la ville, parce que ce ne sont pas forcément que des maquettes. On a aussi, enfin là, le jeu Ex-Aequo, on passe à de l'échelle manipulation en 3D. Donc un jeu d'enfant qui fonctionne bien pour comprendre comment on aménage, les questions de voirie, les couleurs, je crois, correspondent à des fonctions. Le jeu Zackline qu'on a développé à la compagnie Résurbain, qui est un jeu qui essaie de faire comprendre toutes les étapes d'une ZAC, donc d'une zone d'aménagement concerté, avec tous les acteurs qui sont en jeu. Donc c'est un jeu où il faut remettre dans l'ordre les cartes pour comprendre toutes les étapes d'une ZAC. Donc ça peut être un jeu qui peut être utile quand on démarre pour un aménageur une ZAC, pour faire comprendre aux habitants que ça va être long et que c'est complexe. Et le jeu Tramway en vue, donc là, on est sur un jeu aussi développé par la compagnie Résurbain qui permet d'aménager une ligne de transport en commun, en l'occurrence une ligne de tramway. Et au fur et à mesure qu'on aménage la ligne, on va se frotter à des contraintes, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles soient techniques, budgétaires, les réactions des habitants, des commerçants qui ne sont pas contents. On va avoir des fouilles qui vont arriver au fur et à mesure qu'on traverse le centre-ville ancien, etc., etc. Avec, bon, je vous le passe, mais des questions de popularité puisque vous êtes un élu et des questions budgétaires. Si on regarde le format des jeux, on voit qu'on est quand même essentiellement sur des jeux de plateau. Vient ensuite donc les jeux de cartes, dans une moindre mesure des jeux de construction et de maquettes, et on a peu de jeux numériques. Et ce qu'on appelait des livres-jeux, c'est les jeux de pistes, c'est des choses qu'on va imprimer, qu'on va avoir en support de visite. Bon, le jeu numérique, il y a une table ronde qui est programmée aujourd'hui sur la question des jeux numériques, donc vous pourrez en savoir plus si vous y connectez. En tout cas, le jeu numérique, il faut le savoir, a un coût, et on va le voir juste après qui sont les concepteurs des jeux. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de se lancer dans un projet numérique. Les jeux de plateau, c'est vrai que ça se prête bien sur des questions d'aménagement, d'avoir des questions de plateau. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, quand on prend la casquette concepteur et qu'on regarde le coût de fabrication des jeux, les jeux de cartes sont sûrement les choses qui sont les plus faciles à éditer et en coût de fabrication, c'est ce qui revient le moins cher. Un jeu de cartes, vous pouvez vous en sortir à un jeu qui coûte 10, 15 euros. Quand vous passez sur un jeu de plateau, vous montez sur des petites quantités, si vous faites peu d'exemplaires, à des coûts qui peuvent vite monter à 120 euros le jeu. Donc là, tout dépend aussi si vous faites un jeu qui n'est que pour vous, si vous voulez le diffuser autour de vous, et c'est toute la question aussi d'édition des jeux. Sur la question des publics, alors là, on est quelque chose sur des chiffres qui sont assez constants par rapport même à l'analyse du catalogue il y a 2 ans. On a une petite avance sur les jeux adultes. Alors c'est vrai que le jeu souvent est synonyme d'enfant, même si maintenant ça évolue ces questions-là. Mais on voit que les enfants finalement sont les publics qui sont les moins destinataires de ces jeux. Avec des adolescents qui sont finalement assez bien représentés dans le public des jeux. Et on a fait une petite catégorie spéciale à côté qui est famille, c'est-à-dire que dans ces jeux-là, dans ces 91 jeux, il y en a 20 qui sont tout public, donc ce que nous on a appelé famille, c'est-à-dire qu'on peut y jouer, qu'on soit enfant, ado ou adulte. Et ça, c'est intéressant de voir que si on est dans un souci aussi d'avoir des jeux qui peuvent être utilisés directement par les familles, finalement aujourd'hui sur les 91, on n'en a que 20. Les concepteurs des jeux sont essentiellement des médiateurs de la ville, donc les CAE, maisons d'architecture, villes des pays d'art et d'histoire ou des structures indépendantes comme la compagnie Résurbain, on est indépendant. Bon, ben c'est normal, hein, dans notre cadre de notre travail au quotidien de médiation, voilà, on n'a pas été les seuls, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à développer des jeux pour utiliser dans nos ateliers, etc. Les labos de recherche, ça c'est intéressant, sont quand même 14%, représentent 14% des concepteurs des jeux. Parfois, c'est carrément dans le programme de recherche que cette question-là est intégrée, mais aussi ça peut être des équipes de chercheurs qui ont envie de vulgariser leurs résultats et vont choisir le jeu à un moment donné pour partager
leur recherche avec le grand public. La question des concepteurs architectes urbanistes sont distingués des médiateurs de la ville dans le sens où là on a mis dans cette catégorie-là des architectes qui font leur travail d'architecte mais qui ponctuellement vont avoir une action un peu de médiation. C'est vrai que médiateur de la ville, je l'ai considéré que c'était un métier à temps plein, donc c'est pour ça qu'il y a une différence. Les structures d'éducation à l'environnement ont été 4% à développer des jeux. Les acteurs de la concertation, de la participation citoyenne, 3%. Pour l'instant, c'est peu. Et autres, 14%, sachant que dans autres, on va avoir aussi bien des designers, des centres de formation, des journalistes, des musées ou encore des acteurs de l'éducation populaire. Donc, on va avoir une diversité quand même d'acteurs. J'ai quasiment fini. Sur la question de la diffusion des jeux, ça c'est un point très important, vous vous en doutez. Aujourd'hui, sur 91 jeux du catalogue, il y en a 29%, donc 26, qui ne sont pas diffusés. C'est beaucoup, c'est quand même ce qui est l'élément le plus présent. Il faut noter qu'il y a 2 ans, quand on avait fait l'analyse du catalogue, ils étaient 47% à ne pas être diffusés. Donc on est descendu à 29% et ça, on est très content. C'est vrai qu'à la compagnie Rêves Urbains, avec l'action Ville en Jeu, on travaille beaucoup avec les concepteurs, on essaye beaucoup de les inciter à voir comment ils peuvent diffuser leurs jeux d'une manière ou d'une autre. Il y a 21 jeux aujourd'hui qui sont en vente. Ça aussi, c'est un élément qui a nettement augmenté par rapport au début du catalogue. Donc, il y a de plus en plus de jeux en vente. Il y a une catégorie qui a aussi pris de l'ampleur, c'est ce qu'on appelle le print and play, donc les PDF qui sont à télécharger et gratuitement pour que les personnes puissent récupérer les fichiers et se fabriquer eux-mêmes leurs jeux. Ça, c'est vrai que, par exemple, quasiment tous les jeux de la compagnie Rêves Urbains, on les met en print and play, c'est-à-dire que, pour faire rapide, de toute façon, si on vend un jeu, ce qui arrive, un tramway en vue, il est et à la vente et en téléchargement gratuit. Le coût de vente du jeu, par exemple tramway en vue, ne correspond qu'au coût de fabrication du jeu. C'est-à-dire que de toute façon, on ne gagnera pas d'argent sur la conception. Donc, vu que c'est un prix qui est quand même, il est en vente à 120 €, je crois, hors taxe, donc qui ne couvre que le coût de fabrication du jeu, on s'est dit c'est vraiment dommage que ce jeu ne soit pas plus diffusé. On l'a conçu, il est prêt, donc du coup, on a fait le choix de le mettre en téléchargement gratuit. Voilà, donc autrement, il y a aussi donc 15 jeux qui sont en prêt ou en location. Prestations payantes, il faut que j'explique de quoi il s'agit. Donc, il y en a 11 qui sont en prestations payantes. C'est-à-dire que les concepteurs, soit ont décidé que pour le diffuser, vous devez d'abord être formé. Et dans ce cas-là, ils vont vous proposer une formation. Donc, ils vous vendent le jeu avec une formation pour que vous soyez à même de l'animer. Il y avait un autre cas de figure dans prestations payantes qui m'échappe. Je ne me rappelle plus. Je suis désolée, là j'ai un trou de mémoire. Eh ben non, je ne me rappelle plus, mais c'est dommage. Et en ligne gratuit, donc là on est sur des jeux comme Pépite qui sont des jeux numériques qui sont accessibles en ligne, ou Ecoville qui sont en ligne gratuit. J'ai fait le tour du panorama des jeux qui sont en ligne actuellement dans le catalogue. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur le site internet, on a aussi des ressources, que ce soit pour l'aide à l'animation, à la conception ou à l'édition des jeux. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec les concepteurs notamment, de voir comment on peut les aider à mieux diffuser leurs jeux, mais aussi pour les personnes qui veulent les utiliser, à animer. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous savez que vous avez le site internet, vous avez la page Facebook Villejeu et aussi le compte Instagram. Et j'ai fini pour ma partie. Je vais donc passer la parole maintenant à l'Université technologique de Compiègne pour nous dire comment vous travaillez, vous, cette question-là du jeu et notamment tout le travail que vous faites avec la revue Netcom sur les questions des jeux numériques. Merci Aurore. Donc on peut rapidement se présenter. Donc moi je suis Nathalie Moline, je suis géographe, maître de conférence
au département génie urbain de l'UTC, l'Université de technologie Compiègne. Et puis Karine. Bonjour, je m'appelle Karine Henriot, je suis maître de conférence à l'Université de technologie de Compiègne au département de génie urbain également et j'interviens au sein du labo de recherche Avenue également. Alors aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter les perspectives sur le jeu sérieux urbain et le numérique apparaître dans la revue académique Netcom. Et pour commencer, du coup, en introduction, on voulait avec vous essayer d'identifier un champ de recherche-action. En fait, on s'est rendu compte qu'un peu à la manière des ateliers projets, le jeu sérieux urbain permettait de mieux comprendre la boîte noire de production urbaine et l'accroche par laquelle on est arrivé sur ces questions de recherche-action et de boîte noire de la production urbaine, c'était l'accroche du numérique parce que nous partagions au sein de notre université cette sensibilité au numérique. Alors du coup, la question que tout le monde se pose entre joueurs et concepteurs de jeux, c'est comment on entre en jeu. Alors cette envie de partager autour des jeux sérieux est née d'une rencontre avec un architecte urbaniste qui s'appelle Michel Fanny, qui a créé son bureau d'études Sud et de l'envie de créer un jeu pour nos élèves ingénieurs, pour qu'ils comprennent un peu mieux ces questions d'aménagement urbain et surtout les différents rôles des acteurs, parce qu'ils avaient du mal à se positionner par rapport à ces rôles et à comprendre en fait tout simplement qui fait quoi euh, dans le cadre de la fabrique urbaine. On a eu également l'occasion de répondre à un projet, un appel à projet de pédagogie innovante. Et ça a été l'occasion du coup, d'y répondre, d'avoir un budget relativement conséquent que Nathalie a été chercher auprès de Sorbonne Université, pour ensuite, développer, une journée d'études dédiée aux jeux sérieux qui s'est déroulée à Compiègne en novembre 2018 et qui a été, l'occasion en fait de se faire connaître, suffisamment pour, tout simplement donner envie à d'autres, auteurs, d'autres participants de cette journée d'études de publier au sein de la revue scientifique Netcom. Alors il s'agit d'une revue dédiée au réseau, à la communication et au territoire et elle a été, publiée en février, enfin, cet appel à contribution a été publié en février 2019. Il s'intitule Jeux sérieux urbains et numériques. Alors bon, les choses étant ce qu'elles sont, certaines revues et certaines publications ont pris un peu de retard. En fait, ça devrait paraître seulement en fait au printemps 2021. Néanmoins voilà, c'est ce pourquoi nous sommes entrés en jeu, comment nous entrons en jeu et le but de cette présentation est donc de, vous faire un retour de notre expérience, de notre mise en perspective à partir, des différents jeux qui se sont manifestés auprès de la revue Netcom. On tenait du coup à revenir aux origines des jeux sérieux urbains à travers le retour d'expérience de Gabriel Dupuis qui a publié un certain nombre d'ouvrages sur cette question des jeux sérieux urbains arrivés par les États-Unis dans les années 1960 et qui se sont développés en Europe et notamment en France à partir des années 70. Je passe maintenant la parole à Nathalie pour la genèse des jeux sérieux urbains. Merci Karine. Donc effectivement, on a trouvé intéressant de profiter de cette réflexion sur les jeux sérieux actuels, en particulier sur leur orientation numérique, même si sur cette présentation, on ne se focalisera pas sur l'aspect numérique puisque c'est l'objet d'une autre session tout à l'heure. Mais on a trouvé intéressant de voir un petit peu comment s'étaient construits ces jeux sérieux urbains. Et puis, on est tombé au départ un peu par hasard sur une publication de Gabriel Dupuis qui datait du début des années 70. Et on a également eu du coup la chance de le rencontrer pour l'interviewer et s'entretenir avec lui sur sa propre expérience. Donc, finalement, les jeux sérieux ont toujours existé. Certains jeux, comme les jeux d'échecs, étaient en fait au départ une présentation d'un territoire, mais finalement, ce paramètre-là, cette composante-là a été oubliée. Mais les jeux d'échecs ont traversé les siècles et existent toujours. Donc, ils ont été créés dans l'Antiquité et a priori en Inde et existe toujours. À la Renaissance, on a eu les premiers jeux éducatifs cette fois qui ont été développés. Donc c'était généralement plutôt des jeux pour enfants
qui pardon Karine, voilà, qui a été développé par les jésuites et utilisé dans le cadre de leur enseignement sur les vices, les vertus, etc. Au XIXe siècle, on a vu le développement des Kripsspiel. Alors, excusez-moi pour la prononciation, donc, comme le nom l'indique, ça a été développé en Allemagne. Et cette fois, ce sont des jeux de guerre pour adultes pour apprendre l'art de la guerre. Là aussi, sous forme de jeu. Donc, on est vraiment dans du jeu sérieux. Et on a un petit trou. Et ces jeux sérieux, ces jeux de guerre, sont également à l'origine du développement des jeux d'entreprise. Donc, cette fois, on est parti aux États-Unis, où dès les années 50, on a une culture du jeu d'entreprise, aussi bien pour apprendre la collaboration, la gestion ou d'autres paramètres de culture d'entreprise. Et c'est à partir de là qu'on a vu aux États-Unis, mais aussi en Europe, arriver un certain nombre de jeux dans différentes thématiques, que ce soit en sociologie, en histoire, en sciences et aussi en urbanisme, avec l'apparition dans les début des années 60 aux États-Unis du premier jeu urbain qui est arrivé. À partir de là, on a eu un gros développement des jeux urbains aux États-Unis, mais aussi en Europe, un peu plus tard en Europe, puisque c'est dans les années 70 que le premier jeu urbain est arrivé en Europe. Vas-y, Karine, si tu veux. Merci. Donc, j'ai repris un peu les réflexions de Gabriel Dupuy pour essayer d'en retirer une synthèse, en particulier sur les caractéristiques de ces premiers jeux de simulation, puisque c'était vraiment le propre des premiers jeux urbains qui sont apparus. On a vu avec Aurore qu'on avait désormais tout un panel de jeux. À cette époque, les jeux urbains étaient vraiment focalisés sur des questions de simulation des territoires urbains. Donc, l'objectif dans un premier temps, c'était d'essayer de représenter la réalité de la manière la plus exhaustive possible, c'est-à-dire essayer de représenter tous les phénomènes, tous les mécanismes de la ville, quel que soit le support. Le support n'était pas forcément représentatif. On avait souvent des supports très abstraits, mais l'objectif était de mettre en place, de démontrer tous les phénomènes qui organisaient cette ville. Donc, un exemple, c'est le plus connu des jeux sérieux de l'époque, qui a été développé par un chercheur de l'université Cornell qui s'appelle Klug, et qui représentait une ville sur un plateau vraiment abstrait. On avait des joueurs, il y avait 5 équipes de 2 joueurs. Chaque équipe était à une petite table dans une pièce. Et au centre de la pièce, on avait une autre grande table avec le plateau de jeu qui était simplement un quadrillage. Chaque carreau correspondait à une parcelle plus ou moins grande, mais les carreaux avaient tous la même taille. Et au centre du plateau de jeu, on avait la gare, qui était vraiment le centre névralgique du territoire et sa relation avec l'extérieur. Et par le biais de ce jeu, les gens chaque équipe recevant 500 klugs, c'était la monnaie du jeu, et pour acheter une parcelle, la viabiliser, la construire et payer également ses impôts. Donc, il y a une collaboration entre chaque membre d'une même équipe, une collaboration entre toutes les équipes puisqu'elles doivent participer au financement des équipements publics, mais une compétition entre chaque équipe pour acheter et viabiliser les parcelles pour récupérer un maximum de profit. Donc, ce jeu permettait un certain nombre d'introductions de notions, comme celle des finances des collectivités, les différentes étapes d'aménagement d'une parcelle, les coûts de transport, etc. etc. Ensuite, Gabriel Dupuy a mis en avant un certain nombre de points communs dans ces caractéristiques. Au-delà de l'objectif, c'était le premier point commun, c'est l'utilisation en fait du moteur humain, c'est-à-dire par rapport à des modèles de simulation traditionnels, on a l'être humain qui va, par l'intermédiaire de son jeu, prendre des décisions,
faire des choix qui vont influencer le modèle de simulation. Donc, c'est pour ça que le jeu de simulation se différencie des simulations traditionnelles. Et c'est également par ce biais-là qu'on va se différencier des jeux plus ludiques où c'est souvent le dé qui va décider de la suite de la partie. Et troisième élément, sont les engagements des joueurs où on a repéré dès le début l'importance, la facilité du jeu pour motiver les gens, donc aussi bien par le biais de la compétition, de la coopération, du jeu de rôle, des mises en récit des jeux aussi, pour inciter les gens naturellement à s'impliquer dans le jeu, à être beaucoup moins passifs que dans un cours traditionnel, et du coup d'acquérir beaucoup plus facilement les messages que voulaient faire passer les porteurs du jeu. Donc, on s'est rendu compte rapidement que la mémorisation des acquis était plus facile et que, comme le soulignait Aurore tout à l'heure, c'était plus facile de faire passer et plus rapide de faire passer des messages complexes qui caractérisent souvent le territoire urbain. Et enfin, notre dernière caractéristique, c'est la volonté de représenter sa ville, donc le territoire urbain, mais aussi ses acteurs, et également les cycles de la ville et des projets urbains, avec des cycles de 1 an, 5 ans, ça dépendait des jeux, pour montrer qu'il y a des périodes avec des retours d'expérience plus ou moins longs, avec par exemple aussi des élections ou des phénomènes qui arrivent régulièrement et qui vont réorienter les projets. Donc dans ce cas-là, un exemple, c'est le jeu développé au début des années 60 par Richard Duke, qui s'appelle Metropolis, et qui représente une ville moyenne des États-Unis de 150 000 habitants, et qui rentre dans le jeu par trois acteurs différents. Chaque acteur étant représenté par plusieurs joueurs. Donc, on a les élus municipaux. On a en gros trois élus par arrondissement, les services techniques et puis les spéculateurs. Et puis là, on a l'arrivée de l'ordinateur pour jouer. Donc, on a un plateau de jeu d'un côté et un ordinateur, donc un vieil IBM, qui va procéder au calcul d'indicateurs pour calculer les bénéfices et les dépenses de chaque acteur de la collectivité, calculer l'assiette des impôts également, éditer à chaque cycle la gazette qui va reprendre des grandes informations, des nouvelles et orienter le cycle de jeu suivant. Donc, chaque type d'acteur a des objectifs. Les élus, c'est d'obtenir la satisfaction de leurs citoyens et de faire venir plus d'habitants. Les services techniques, de mettre en place les moyens d'équiper la ville pour faire venir les gens. Et puis les spéculateurs pour maximiser, bien sûr, leurs profits en équipant de biens privés, de bâtiments, de bureaux, d'industries, la ville. Donc ça, c'était les premiers jeux. On avait des jeux avec l'arrivée de l'informatique de plus en plus complexes, avec beaucoup plus de joueurs possibles et puis un maximum de phénomènes représentés. Mais finalement, cette tendance s'est retrouvée finalement au bout d'un moment face à une limite où ce développement informatique devenait long et coûteux. Et il n'y avait pas suffisamment d'argent pour continuer à financer ce type de jeu. Du coup, on a eu une sorte de scission et avec une bifurcation vers des jeux plus spécialisés. C'est-à-dire qu'on allait simplifier tout un tas de mécanismes de la ville qu'avant on essayait de représenter plus ou moins fidèlement. Et on va se focaliser sur un thème précis. Donc, on a plusieurs auteurs de jeux, par exemple Duke, qui ont fait évoluer leur jeu en plusieurs versions. Par exemple, pour le cas de Metropolis, on a eu ensuite une version Métro, qui, elle, était plus ou moins la même chose que Metropolis, donc une représentation exhaustive de la ville, mais avec une partie informatique beaucoup plus importante. Et puis, bifurcation, avec le développement d'Apex,
qui utilise la base de jeux de Métropolis en simplifiant les phénomènes et se focalise sur des questions de pollution atmosphérique. Donc cette version avait été demandée par un organisme de formation continue des contrôleurs de pollution et donc leur permettait d'aborder de manière systémique l'ensemble des thématiques concernant la pollution de l'air pour des gens qui étaient déjà spécialisés puisque c'était leur métier. Donc, en résumé, finalement, pour Gabriel Dupuis, on a différentes cibles de joueurs. Les étudiants, c'est vraiment à l'époque la majorité du public. Et ce sont les enseignants-chercheurs qui développent des jeux pour transmettre des savoirs à leurs étudiants et puis qui seront ensuite complétés dans les cours. Les généralistes de l'urbain, qui sont les élus ou les chefs de service, les praticiens spécialisés, les techniciens, et puis les chercheurs qui vont également utiliser ces jeux pour récupérer de l'information déjà à l'époque, sur des questions un petit peu complexes et sensibles, voire récupérer de l'information en faisant jouer les gens. Les objectifs sont vraiment multiples, un objectif de formation, de facilitation des échanges entre les différents joueurs, essayer de récupérer de l'information en faisant parler les gens, laissant s'exprimer pour capitaliser de l'information, transmettre des savoirs généralistes ou spécialistes, et puis capitaliser des connaissances. Il a noté finalement un certain nombre de forces des jeux, bien sûr l'aptitude à faire comprendre des choses complexes, à prendre conscience également des cohabitations de règles officielles et implicites, aussi bien dans les jeux, on a la règle du jeu, mais on se rend compte que finalement, il y a des choses qui sont faites sans que ce soit marqué dans les règles, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Par exemple, un décideur a la capacité d'implanter n'importe quel équipement, sauf que s'il implante beaucoup d'équipements, il va être obligé d'augmenter ses impôts et finalement, sa population baissera. Donc, la règle implicite sera d'équilibrer les équipements et les dépenses et les entrées pour satisfaire aussi la population. Et puis, dernier message, c'est vraiment penser avant de créer le jeu, quel est le message qu'on veut faire passer. C'est ce qui va permettre de bien concevoir le jeu en simplifiant ce qui n'est pas important et en se focalisant sur un certain nombre de messages pour non seulement éviter des biais de méconnaissance ou de mauvais messages, mais de bien adapter au public, qu'il soit praticien ou étudiant ou généraliste. Voilà, donc j'en ai fini pour moi. On va passer maintenant à l'acquisition, notre retour d'expérience par rapport à notre propre expérience et au corpus de la revue Netcom qu'on a porté. Ce corpus développé dans la revue Netcom, vous avez un certain nombre d'articles qui sont déjà en pré-publication à l'heure actuelle. Il s'agit d'articles scientifiques. Vous avez ici une liste de ceux qui ont été publiés et de ceux qui sont en cours de publication actuellement, en fait en cours de relecture tout simplement, ou de mise en page. Vous avez également une prépublication de notes scientifiques, à savoir des articles beaucoup plus courts en fait dans leur format, ainsi que des notes d'information. Ce sont souvent des notes qui permettent de présenter des projets ou de présenter des synthèses sur les projets, mais qui n'ont pas une velléité académique très poussée. Voilà. Ce qu'on peut retenir, en fait, c'est qu'on a essentiellement des articles qui se sont articulés autour de 2 thématiques, à savoir l'aménagement et l'urbanisme dans un premier temps et dans un second temps, les transports et les mobilités. Dans le cadre de l'aménagement et de l'urbanisme, on a essentiellement des jeux sur la planification territoriale avec Altéré, par exemple, un jeu sur la planification du foncier et la libération du foncier urbain au bénéfice d'une augmentation des surfaces agricoles utiles dans le Var. Vous avez également le jeu Urbax. Alors, je préférerais que Thierry Villemain nous le présente et je crois qu'il le présentera lors d'un projet, d'une prochaine session. Le jeu Urbax, en fait, est essentiellement
fondés sur des modèles économétriques qui permettent de donner à comprendre le système urbain dans sa globalité et les mécanismes en fait d'aménagement urbain, notamment par le foncier. Ensuite, en termes de programmation urbaine, vous avez le projet Urbact, dont Aurore vous a parlé lors de la présentation du catalogue des jeux en ligne. Vous avez également le projet Vademecum, VAD pour Ville Aménagement Durable. Et c'est un jeu en fait qui vise des scénarios prospectifs en aménagement urbain. Vous avez également le jeu Géranium, qui est un jeu dédié à la rénovation urbaine et énergétique. Il y a, quelque part presque un faux ami dans ce catalogue, dans ce corpus, de jeux, à savoir l'application numérique Invespace Laal, développée à Rennes, qui permet en fait, hem, de favoriser la concertation, autour de la ville, de certains quartiers, avec une valeur numérique très importante puisqu'il s'agit en fait de réalité augmentée. Ça fonctionne avec de la réalité augmentée. Ensuite, vous avez les jeux qui relèvent des transports et des mobilités, à savoir un jeu de simulation d'évacuation massive de population pour la gestion de crise. C'est Escape SG pour Serious Game. Vous avez un jeu de véhicules autonomes, à savoir Robospectif, développé à Lyon, justement, et le jeu de simulation d'un territoire sans voiture, à savoir Postcar Île-de-France. Donc imaginez l'Île-de-France à l'horizon 2030 sans aucune mobilité véhiculée. Alors, le public cible, quels sont les joueurs qui permettent de développer ces jeux et en fait, qui a envie de jouer avec nous autour de ces jeux? Alors, ce sont essentiellement, pour reprendre les catégories d'acteurs présentées par Dupuis, des étudiants. On a dans ce cas-là des jeux sérieux dédiés à la pédagogie, donc on rejoint là le catalogue développé par la Compagnie des Rêves Urbains. On a la vision néanmoins déformée souvent d'un jeu focalisé sur un apprentissage qui du coup nécessite un accompagnement par une mise en récit, une mise en contexte qui va permettre justement au mieux de faire comprendre les mécanismes, les ressorts du jeu et ainsi d'accompagner l'apprentissage. Ensuite, vous avez les praticiens, par exemple les architectes, les urbanistes, les spécialistes de transport. Et souvent, ces praticiens vont rester dans leur zone de confort, à savoir dans, leur expertise, rester, proche de leur expertise. Ensuite, on a, les généralistes et alors là, c'est un petit peu, la catégorie la plus, mixte, avec à la fois des élus, des directeurs de services techniques, mais ce qui n'était peut-être pas tout à fait, précisé, par, Gabriel Dupuis, c'est que de plus en plus, on a une montée en puissance parmi ces généralistes, en fait, du grand public et tout simplement des citoyens. Il s'agit souvent de favoriser une rupture dans les modes de production urbaine à travers la sensibilisation, voire la concertation. Enfin, dernière catégorie de joueurs, euh, ce sont tout simplement les chercheurs qui visent à l'acquisition de données via ces scénarios prospectifs, bien souvent. Les angles morts de cette manifestation d'intérêt, en fait, eh bien, ils ont été relativement importants. Il y a tout un pan des jeux urbains qui n'a pas été qui n'a pas été couvert, pardon. On s'est rendu compte tout simplement que si notre appel à contribution ne se limitait pas aux jeux d'urbanisme et d'aménagement urbain, pour justement essayer d'englober les jeux sérieux urbains, eh bien, il n'y a eu aucun jeu sérieux urbain relevant des jeux de plein air et on s'attendait vraiment à en avoir, en fait. Dans les jeux, sérieux urbains, on aurait pu notamment avoir, du géocaching. Il s'agit d'un jeu à l'articulation entre le jeu de piste, la chasse au trésor et la course d'orientation. C'est une pratique qui se veut, géonumérique, ludo-récréative et c'est un opérateur ludique décalé et original d'un lien territorial et patrimonial. Alors c'est quelque chose qui a été, notamment, développé et on en trouve, un témoignage dans la littérature à travers, l'expérience de Philippe Vidal, autour de Rouen. On a également comme autre jeu de plein air qui fait partie des grands, absents en fait de ce corpus, ce sont les escape games, les jeux d'évasion qui sont, à mi-chemin entre des jeux de piste et des courses d'orientation et qui permettent en fait, de s'approprier un territoire, en tentant de s'en échapper. Du coup, notre corpus, correspond essentiellement à des jeux en intérieur
et non des jeux de plein air. Et ce sont des jeux en intérieur qui peuvent être situés ou non situés. En fait, dans tous les cas, ils sont ex situ, c'est-à-dire extérieurs à la ville, mais ils peuvent représenter des lieux ou ne pas en représenter. Dans un troisième temps, nous avons observé qu'il y avait, un point très important à travers ces jeux, un dénominateur commun, c'est la mise à distance. Cette mise à distance, elle s'effectue par le jeu, par le format même du jeu, mais également par le terrain. Et la question du terrain, me semble-t-il, pour les architectes et les urbanistes, comme les géographes, est très importante. Il faut mettre à distance par le jeu, cette mise à distance par le jeu, elle se fait tout simplement dans l'esprit des traditionnels jeux éducatifs ou pédagogiques, qu'il s'agisse de jeux de cartes, de jeux de rôle, de jeux de plateau. Ils peuvent tout à fait être ludiques et sérieux à la fois. Alors, on tient à le préciser parce que Thierry Villemain nous avait dit que c'était très difficile de parler de jeux sérieux. Il était obligé de parler de simulation jouée lorsqu'il avait lancé Urbax au début des années 80. Du coup, tous ces jeux de rôle, de plateau, de cartes sont plutôt des jeux joués en intérieur et cela recoupe finalement notre corpus. Ensuite, on peut mettre à distance par le format. Les jeux sérieux urbains, comme tout autre jeu, ne sont pas nécessairement numériques. Alors, on insiste là-dessus puisque cette session n'est pas dédiée au numérique, mais que nous avions comme commande par la revue Netcom d'avoir une approche par le numérique, justement. Du coup, il convient de sortir dans ce cas-là de l'amalgame entre les jeux sérieux, les serious games, et les jeux vidéo ou serious gaming, qui sont nécessairement numériques. Il convient également de classer les jeux selon leur degré de numérisation, sachant que plusieurs versions peuvent exister, coexister pour chaque jeu. Certains jeux très avancés connaissent des versions pro, des versions grand public, des versions papier, des versions numériques. Hem, et effectivement, du coup, ça permet de maximiser, leur, à la fois le développement et le fait que, ben, tout le monde peut y jouer, leur accessibilité. Voilà, oui, excusez, c'est le terme que je cherchais. Ensuite, on met à distance par le format lorsqu'on met en miroir des jeux sérieux d'urbanisme crayon papier et leur simulation jouée. Et cela se fait notamment à travers le rapport du jeu sérieux à son support. Voilà, qu'il soit crayon papier, sur ordinateur, sur table tactile. Il y a toujours la question du support qui est très intéressante. Et on voit également que l'autre point, clé de compréhension de cette mise à distance par le format, elle se fait à travers un tableau d'indicateurs ou un système de points. Alors le tableau d'indicateurs permet de savoir si, par exemple, un scénario prospectif est réaliste ou pas. Le système de points, quelque part, comprend, à la fois le tableau d'indicateurs et permet également de savoir dans une visée de compétition, si on a gagné, ou pas à ces jeux. Dans tous les cas, cette mise à distance et en même temps, elle correspond à une certaine appréhension de la complexité. Elle permet de comprendre cette complexité via ce tableau d'indicateurs ou ce système de points. Ensuite, on met à distance par le format à travers le format papier, en fait, qui permet tout simplement de faire des jeux transportables. Alors, en règle générale, c'est notamment le cas, par exemple, du jeu Vadémécum. Le jeu Vadémécum a été pensé dès le début comme un jeu papier, alors que la question du numérique s'était posée. Mais à ce moment-là, comme il s'agit d'un réseau d'acteurs, professionnels, on s'était dit, enfin, la ville et aménagement durable, l'association ville et aménagement durable avait pensé que c'était bien mieux de le faire en fait, par du papier pour justement assurer son accessibilité et sa diffusion. Ensuite, le jeu Robospectif, par exemple, est un jeu qui, au départ, a été pensé comme un jeu de plateau, papier et qui, petit à petit, a été, développé, optimisé et une version numérique existe désormais. Alors un contre-exemple à cette transportabilité, des jeux, sur format, papier, c'est par exemple le jeu Pin Game, alors qui ne fait pas partie de notre corpus, néanmoins, c'est un jeu, de maquette, ce jeu Pin Game et de maquette, imposante et finalement en fait, si le jeu je crois fait plus d'une trentaine de kilos à porter, demande plusieurs malles et là, on est dans un jeu papier mais qui n'a plus du tout, cette vocation de jeu transportable. Au contraire, le format numérique peut présenter certaines, enfin d'autres atouts, notamment une certaine jouabilité. En fait, en dessinant, on peut construire rapidement des intentions de planification des acteurs et du coup avoir plus rapidement, l'impression qu'un schéma directeur se dessine. C'est notamment, nous semble-t-il, le cas du jeu
urbax, en fait, le numérique dans ce cas-là permet de rattacher au territoire heu, les modèles économétriques et du coup, d'avoir une vision à la fois spatialisée et économiquement viable, du projet d'aménagement foncier, développé. Un contre-exemple, de cette, jouabilité du numérique, c'est le jeu Urbact. Finalement, comme on joue sur des tables tactiles, ça demande quand même un petit peu de temps en termes de prise en main et on s'est rendu compte que si on n'avait pas une certaine, habitude du, jeu tactile et de comment, dessiner, on pouvait, rapidement perdre du temps. Ensuite, on met à distance par le format et cette jouabilité, elle peut être assistée par le numérique. Alors ça permet notamment de faire des jeux vraisemblables qui sont inscrits dans une démarche techniciste. Ça permet de discuter la question du modèle, de la simulation, de discuter de l'apport des indicateurs ou des points en temps réel pour optimiser ses décisions justement. Et puis, la jouabilité assistée par le numérique, elle permet aussi, des jeux alternatifs qui sont inscrits dans une démarche utopiste ou alternative justement. Ça permet d'introduire une part d'aléatoire qui serait équivalent au geste de tirer les dés ou de tirer une carte. Heu, Cette part d'aléatoire du coup, peut venir de ce numérique et ça permet de forcer les joueurs en fait à sortir de l'utopie que l'on peut tout contrôler. Ensuite, on essaie de mettre à distance à travers ces jeux urbains par le terrain. Alors le terrain de jeu, la référence au terrain. La référence au terrain, elle est assez intéressante parce qu'elle peut être presque polysémique. C'est le cas alors de toutes les, sciences qui ont une approche qui partagent une approche par l'espace. Mais, dans le terrain aménagé de Vademecum s'intéresse directement à tel ou tel terrain, en fait. Ensuite, il y a des terrains qui ont servi de modèle, voire d'idéal type. Alors là, on a, toujours dans le jeu Urbax, on a vraiment une bibliothèque en fait de terrains de jeu qui sont, diversifiés, particulièrement bien exploités, qui sont basés sur des idéal types différents. Alors il existe un cas, générique, mais également des jeux à différentes échelles, avec un jeu à l'échelle du quartier durable, ou un jeu à l'échelle de la ville durable, ou alors en contexte plus rural, un jeu dédié aux bourgs structurants. Il existe également le cas du territoire ruralo-industriel à régénérer et des territoires en transition. Ensuite, le terrain, c'est aussi le terrain qui est représenté sur le plateau de jeu, par exemple. Alors, il y a du coup des plateaux de jeu, des terrains, sur différents formats et qui représentent, des terrains plus ou moins, formalisés. Vous pouvez avoir quelque chose de très précis comme, un fond de carte SIG avec différentes couches, néanmoins un terrain de jeu qui a été imprimé avec des différentes couches calques, hein, représentées sur des calques pour le jeu, d'aménagement foncier altéré qui vise à développer des surfaces agricoles utiles, heu, bien supérieures à ce qu'elles sont actuellement dans le Var. Vous avez également, dans le cadre du jeu Urbact, en fait quelque part un jeu tiré d'un fond de carte que l'on ne divulgue pas nécessairement tout de suite, qui est le faubourg de l'Arche de Courbevoie, sur lequel on propose de faire table rase et quelque part, il y a un degré d'abstraction de la représentation du schéma directeur qui vient se superposer à cette, à cette, cet emprunt du modèle type d'un quartier, d'un terrain. Ensuite, vous pouvez avoir l'absence de terrain. C'est notamment le cas du jeu, Postcard Île-de-France. En fait, dans le jeu Postcard Île-de-France, vous n'avez plus de terrain. Alors, c'est pourtant un jeu qui est situé, ce qui est assez, étonnant puisque, la mise en bulle, la mise en récit du début du jeu nous explique que suite à l'ouragan Gregorio qui a emporté la ville de Paris en 2030, nous devons désormais repenser les développements humains sans, sans, véhicule tout simplement. Ensuite, dans le cas de l'application numérique Je t'interromps InvestSpace. 2 secondes, juste pour te dire qu'on n'a plus qu'1 quart d'heure et ça serait bien d'avoir un temps de questions-réponses. Donc, si tu peux, peut-être finir rapidement, ça serait super. D'accord. Alors, dans le cas de InvestSpace La Halle, c'est un jeu vidéo urbain hybride qui va mêler des représentations physiques avec une table de jeu en vue aérienne de l'espace et virtuelle avec des images 3D sur tablette numérique.
Ensuite, on va mettre également à distance par le terrain avec le réalisme du jeu, de la prospective, voire de la rupture, parce qu'en fait, le terrain et cette mise à distance par le terrain va permettre de rendre compte ou de gérer la complexité de la réalité du terrain, ce qui permet en fait d'ouvrir la boîte noire. Dans une démarche prospective, ça va permettre de réinventer la boîte noire, ou alors ça va permettre d'inscrire en rupture le jeu avec les modes de production de la ville, le but étant de créer des scénarios disruptifs pour inventer une boîte vertueuse. En fait, au dehors de ces questions de support, la mise à distance doit favoriser une mise en récit et in fine, une construction. Cette mise en récit, elle va se faire par la création d'une dynamique de jeu, par la compétition, par le jeu de rôle, par le jeu coopératif. Cette mise en récit, elle se fait tous azimuts pour la création d'une dynamique de jeu, par l'esprit de compétition, par des relations interpersonnelles. Et en fait, on voit également qu'il y a l'idée d'une narration du médiateur et de la mise en récit, avec des vertus performatives, de ressentir, d'appréhender le message, de scénario par ces simulations jouées et collaboratives. Et en fait, ce qui nous intéresse également, c'est à des fins de médiation, de concertation, de participation citoyenne, voire d'aide à la décision. Dans tous les cas, cette mise en récit, elle est mise au service d'une gamification de l'urbanisme qui permet de favoriser la participation citoyenne, donc un urbanisme participatif. On peut également parler d'ingénierie participative ou de participation citoyenne augmentée par le numérique. Ces mises en récit, ils peuvent être réalistes ou prospectifs, nous l'avons dit, décalés, voire disruptifs. Et dans tous les cas, ils permettent de sortir des sentiers battus, des formes et des usages hérités pour produire des récits neufs et prospectifs sur l'aménagement urbain. Du coup, ces jeux sérieux urbains deviennent de véritables leviers de la coproduction urbaine pour mieux comprendre et réinventer la boîte noire de la programmation urbaine. Et là, le numérique est uniquement un outil, un truchement de mise à distance et de mise en récit. Ça permet également de favoriser le détournement de ces jeux sérieux d'urbanisme et d'aménagement euh, pour les mettre véritablement au service de la sensibilisation, de l'aide à la décision, de la prospective et de la concertation. Je vous remercie et nous restons du coup collectivement à votre écoute. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre intervention. Et désolée, Karine, d'avoir été un peu pressante pour la fin. Je vous invite donc à nous poser des questions, que ce soit par le chat ou n'hésitez pas à ouvrir votre caméra et votre micro. Sachant que vous pouvez le faire aussi par le chat. Il y avait déjà eu une question, un petit débat qui a eu lieu de savoir quelle était la définition d'un jeu sérieux. Si Nathalie ou Karine, vous avez une définition. Pardon, je récupère le micro. La question du jeu sérieux par rapport au serious gaming. Le serious gaming inclurait par exemple les jeux vidéo urbains, alors que le jeu sérieux exclurait ces jeux vidéo. En faisant un travail en fait, un travail voilà sur les origines de ces jeux et comment ils ont fonctionné, c'est la principale différence que l'on a trouvée. Et le jeu sérieux du coup a effectivement cette visée ludique, récréative, mais a vraiment une fin pédagogique, une finalité pédagogique. Et là où c'est jeu sérieux, c'est effectivement que cette finalité pédagogique est pressentie comme premier niveau de compréhension du jeu avant l'aspect récréatif. Mais encore une fois, ces définitions ont un petit peu évolué dans le temps, puisque Thierry Villemain pourrait vous raconter comment étaient pensées justement les simulations jouées dans les années 80. On ne pouvait pas parler de jeu sérieux, ça faisait pas sérieux. Merci pour cette précision, même si encore aujourd'hui, hein, on voit bien que le terme de jeu parfois est mis de côté pour ne pas faire peur. Vous pouvez donc soit faire part de questions par la discussion ou autrement en prenant la main. Je vois qu'il y a Marion. Marion, c'est bien. Merci, Merci beaucoup pour cette présentation très riche. J'avais juste une question qui va peut-être dans le sens de ce que nous avons déjà entendu, à savoir, est-ce que vous faites ou présentez aussi des jeux situés, donc in situ, puisque cette différenciation a été faite avec l'ex situ,
et peut-être enfin, apporter une réflexion sur la différenciation qui serait peut-être utile entre le jeu comme support et l'action, l'activité de jouer. Parce que, évidemment, le jeu, l'attitude ludique est toujours déjà en distanciation, c'est-à-dire que ce s'agit d'un jeu de rôle, un jeu de compétition, etc. Donc, on n'est jamais tout à fait dans le réel, et je pense que c'est ça aussi qui rend le jeu, l'activité ludique en tous les cas aussi fort. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que Nathalie ou Karine, vous voulez intervenir? Je tiens quand même à préciser que ce soir, donc à 16h15, il y aura Gilles Brogère, professeur d'éducation, qui nous fera une conférence sur le jeu comme espace d'interprétation, qui répondra en grande partie aussi à cette question. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, on a essayé un peu de le présenter et ça a été mis en avant par Gabriel Dupuis dès les années 70. C'est la capacité du jeu à mettre les apprenants en situation d'apprendre plus facilement et de s'impliquer, de s'investir dans leur enseignement, qui est beaucoup plus efficace qu'un cours sur des questions très complexes et systémiques qui caractérisent la ville. Et ensuite, sur le jeu comme support, c'est également la possibilité de retransmettre. Donc, on a vu en particulier, hier, j'ai assisté à plusieurs présentations de jeux où finalement on reproduisait de manière assez précise un territoire. C'était le cas par exemple à Toulouse pour présenter et sensibiliser au plan de mise en valorisation des, je ne sais plus exactement, les nouveaux ZPP AUP, patrimoniaux des territoires, donc avec une représentation assez fine du territoire toulousain pour mettre autour de table et sensibiliser les dirigeants et les chefs de service pour essayer de faire valider ce plan de mise en situation qui a été refusé quelques années avant sans passer par le jeu. Donc c'est voilà, il y a voilà, PSMV, merci merci Elisa. Voilà, c'est un moyen pour transmettre et mettre autour d'une table des gens qui initialement seraient peut-être un peu réfractaires, soit de se parler entre eux parce qu'ils défendent des intérêts divergents, soit par rapport à une question sur laquelle ils ont des a priori négatifs et ils sont plutôt bloqués. On a également une question de savoir est-ce que les résultats obtenus via les jeux d'aménagement sont intégrés facilement au projet urbain par la suite. Donc, dans le cas, j'imagine, où des joueurs représenteraient des habitants, est-ce qu'on arrive à faire de la coproduction avec le jeu? Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vu comme vraiment efficace pour le jeu InvestSpace, La Halle à Rennes. Mais c'est effectivement un jeu dédié à la concertation. Et donc là, du coup, il y a un côté récupération de la enfin, appropriation déjà d'un quartier, par exemple, et derrière l'idée de cette capacité d'empowerment et du coup de coproduction. Maintenant, très honnêtement, nous-mêmes, pour notre jeu Urbact, on n'a pas réussi du tout à faire cela. Et je pense que ça dépend des réseaux d'acteurs et des tours de table organisés, en fait. Parce que ça reste très, très compliqué, je trouve, que ce soit vraiment pris après au sérieux et vraiment entendu. Je peux préciser quand même que dans la session suivante, donc à 11h15, si je ne dis pas de bêtises, il y a un atelier qui s'appelle « Jouer pour impliquer et concerter les habitants dans la fabrique de la ville ». Donc, vous pourrez avoir plus d'éléments sur ce point-là. Tout comme il y a aussi une question sur est-ce qu'il y a des écueils, est-ce qu'on a des conseils à donner pour l'utilisation des jeux. Là aussi, cet après-midi, il y a un atelier sur les techniques d'animation qui pourra répondre plus précisément s'il y a des conseils à avoir pour comment on peut utiliser les jeux.
Il y avait aussi une question, savoir si on avait pu tester les jeux, les différents jeux. Alors, je ne sais pas à qui s'adressait cette question. En tout cas, moi, je peux répondre que sur le catalogue de la ville en jeu, sur les 91 jeux, malheureusement, on n'a pas pu tester les 91 jeux, notamment du fait que certains jeux existent en exemplaire unique et qu'on n'a pas pu se les procurer. Donc, il y a des jeux qu'on a pu tester, qu'on s'est procuré, d'autres où ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pour Nathalie et Karine si vous avez pu tous les tester. Alors pareil, tous non, mais on essaye d'en tester un maximum. C'est vrai que c'est le meilleur moyen de comprendre vraiment et les techniques de jeu, donc avec toujours un regard un peu de chercheur pour analyser, mais aussi pour jouer et se prendre au jeu. Donc, par exemple, j'ai fait une belle partie de Postcar Île-de-France où on était une communauté d'enseignants-chercheurs cette fois-ci qui a été rassemblée et qui avons pris un vrai plaisir à endosser les rôles qu'on nous avait fixés. Et finalement, là, on avait un peu lâché notre casquette de chercheur et on s'était vraiment pris au jeu. Donc, c'est toujours intéressant. Effectivement, c'est un besoin de tester pour aussi imaginer d'autres jeux en regardant les autres techniques, les ficelles, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi. Oui, je peux compléter en disant qu'effectivement, et c'est pour ça qu'on regrette, mais vraiment amèrement, d'organiser ces rencontres en visio, notamment hier sur le salon du jeu, il était question d'organiser initialement des parties de jeu. On est d'accord qu'en testant un jeu, c'est là où on comprend toute la richesse d'un jeu, ses subtilités, qu'une présentation ne pourra pas remplacer. Est-ce que je peux juste ajouter un petit mot, Anne Docquois, co-créatrice du jeu Unda, qui est donc un premier jeu sur les cultures urbaines, qui joue notamment avec un plateau qui est un parcours dans la cité, une cité imaginaire. Juste revenir 2 secondes sur pédagogique et récréatif. Nous, notre pari, c'est de faire un jeu grand public qui se vend donc dans des boutiques, en ligne, et d'essayer de trouver une pédagogie par l'expérience du jeu, c'est-à-dire de ne pas avoir forcément un objectif au départ, pédagogique, c'est-à-dire de faire changer des mentalités, de faire apprendre des choses, mais c'est finalement via la mécanique du jeu et via le fait que ce soit amusant et convivial qu'on essaye de faire bouger des lignes et que ça devient pédagogique finalement par l'expérience ludique qu'on en a. Voilà, c'était un petit témoignage sur ce distinguo pédagogique et récréatif où les deux peuvent être mêlés d'une façon finalement assez ludique. Et c'est tout l'intérêt de l'outil, je trouve, du jeu. Voilà, c'était un petit témoignage là-dessus. Tout à fait, mais de toute façon, on peut apprendre avec n'importe quel jeu. Avec des jeux qui ne sont pas pédagogiques, on apprend beaucoup aussi. Donc, oui. On est d'accord qu'à la base, il y a déjà cette définition-là. En tout cas, merci beaucoup de cette précision. Je regarde s'il y a d'autres questions en même temps. Est-ce que dans d'autres pays, le jeu est pris plus au sérieux ? Pose Camille Picot. Est-ce que Nathalie et Karine, vous avez des éléments de réponse là-dessus ? Alors oui, tout à fait. Aux États-Unis, puisqu'ils ont lancé les jeux sérieux urbains dès les années 60, ces jeux-là sont vraiment pris au sérieux en fait. Ça fonctionne très bien et c'est également par eux que sont arrivés par exemple les jeux d'entreprise, les jeux de société mais au sens entreprise. Et en fait oui, il y a cette volonté de compétiter, de se mettre en compétition à travers ces jeux et du coup de les prendre très au sérieux. C'est vrai également, vous allez voir, dans certains pays anglo-saxons européens et aux Pays-Bas aussi. On s'est rendu compte que c'était très développé. Mais c'est qu'en France, il y a culturellement quand même un scepticisme par rapport au jeu. Et là aussi, je renvoie sur les interventions de Gilles Bourgère. Il me semble que, notamment dans une émission de France Culture qui a été diffusée au mois de décembre, on avait mis les références sur notre page Facebook La Ville en Jeu. Et il abordait aussi ces questions-là, notamment à travers le temps. On arrive à terme de cette première table ronde. Je vous remercie infiniment donc déjà Karine et Nathalie pour vos interventions et à vous tous participants aussi
votre écoute et de vos questions. Je vous propose du coup qu'on finisse maintenant, puisqu'on va enchaîner dans une demi-heure avec, pour ceux qui sont inscrits aux autres sessions. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes de lien, si vous avez des problèmes de connexion, pour trouver les différentes tables rondes, à aller sur le site de la Ville en Jeu, où vous aurez une page qui récapitule tous les liens, les liens Zoom de la journée. Vous pouvez, s'il y a de la place, vous rajouter même si vous n'êtes pas inscrit. Et vous avez l'assistance téléphonique. Merci à tous. Au revoir et à bientôt pour une prochaine session. Merci.